tous. Bonjour à tous, je me présente, je suis André Meyassou, je suis avocat et le président de l'Association française du droit de l'informatique et de la télécommunication, dont je dirai un petit mot tout à l'heure. Je voudrais donc déclarer ouverte notre conférence, 6e conférence de l'AFDIT Sud-Est. Donc pour la 6e année consécutive, nous nous trouvons soit à Marseille, soit à Aix. Cette année, nous avons le plaisir d'être accueillis par le barreau de Aix. Nous sommes donc dans l'hôtel de Maliverny, qui est le siège du barreau. Et je passe tout de suite la parole au bâtonnier Philippe Bruzeau, l'actuel bâtonnier de Aix-en-Provence, qui va nous dire un mot d'accueil. Et nous le remercions de nous avoir accueillis aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis très heureux, effectivement, en tant que bâtonnier du barreau d'Aix-en-Provence, de rendre mais également organisé par le barreau de Marseille, que je salue au passage, et bien évidemment la faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-Marseille. C'est donc la 6e fois que l'AFDIT réunit une conférence de renom sur un thème que l'on pourrait peut-être appréhender comme étant un peu banalisé ou voire balisé depuis quelque temps. Je fais bien évidemment allusion à la crise sanitaire que nous traversons, mais c'est vrai que la réponse face à ces mutations, c'est la technologie et le droit, ce diptyque en quelque sorte, qui l'un sans l'autre ne peut pas faire avancer les choses. Et c'est la raison pour laquelle mon ami et confrère Nicolas Courtier a dû choisir ce thème très preneur, et surtout par rapport, bien évidemment, aux intervenants très prestigieux qui vont illustrer et animer cette journée. Deux, trois idées rapides. Je vous parlais d'un thème quelque peu balisé, mais qui, bien évidemment, ne cesse d'interroger les juristes que nous sommes. Depuis à peu près maintenant 1 an, cette crise sanitaire n'a eu de cesse de lancer de nouveaux défis aux praticiens, mais pas seulement. On se rend compte qu'à travers les palais que nous fréquentons, les universités, mais également, j'allais dire, les professionnels que nous défendons, par exemple, à connaître de ces profondes mutations. Alors, nous le savons, hein, la technologie avait déjà pénétré depuis longtemps la matière juridique. Pour autant, cette crise du coronavirus semble avoir accéléré cette transformation et accentué encore un peu plus la digitalisation de la pratique du droit. Alors, c'est un peu la gageure du juriste de demain que de s'emparer, bien évidemment, de cette technologie pour faire face, bien évidemment, aux mutations que nous traversons. Le droit l'emportera, c'est en tout cas ma conviction. Je ne pense pas que le droit doit être confronté à la technologie, mais il doit bien évidemment se servir de cette technologie pour justement appréhender les difficultés que nous traversons. Bon, je pourrais balayer, hein, bien évidemment, tout l'armada, tout le support que nous avons à faire face, le travail à distance, signature électronique, virtualisation des rendez-vous, c'en est un aujourd'hui d'ailleurs, rendez-vous également organisés pour les audiences, les logiciels métiers se mettent bien évidemment à aborder ces mutations, sécurité des données, thème cher d'ailleurs à notre ami Nicolas Courtier. Voilà les sujets qui retiennent l'attention non seulement des confrères, des professeurs d'université, mais également, bien évidemment, des entreprises et de ceux qui font le monde économique. Encore une fois, je suis très heureux d'organiser au sein de l'hôtel de Maliverny cette conférence importante, organisée essentiellement par l'AFDIT, dont le président est monsieur André Meyassou, donc avocat, à qui je rends la parole désormais. Rallume ton micro.
Merci beaucoup, Monsieur le bâtonnier. Encore une fois, merci pour votre accueil dans votre bel hôtel. Merci d'accueillir cette 6e conférence. Je voudrais tout de suite que nous entendions Jean-Raphaël Fernandez, qui est le bâtonnier élu du barreau de Marseille, puisque je rappelle que le principe de l'ADIC Sud-Est est la réunion et la rencontre de nous autres tous, juristes, avocats, juristes ou membres de diverses professions qui travaillent dans les technologies. Nous allons tout de suite entendre Jean-Raphaël Fernandez, le bâtonnier élu de Marseille, que nous remercions également d'être présent. En ma qualité de bâtonnier élu du barreau de Marseille, je suis particulièrement honoré de prononcer, comme tel avait été le cas de mon futur prédécesseur pour les 2 dernières éditions, un mot d'accueil pour la 6e édition des Journées du numérique de l'AFID du Sud-Est. Créée depuis maintenant plus de 30 ans, l'AFID est incontournable lorsqu'il est question de parler du droit et de nouvelles technologies. La qualité, la compétence et la diversité des membres de cette association en ont fait le fer de lance de la réflexion en ces domaines. Cette année, vous avez choisi comme sujet de réflexion le droit face aux mutations. S'il est bien un sujet d'actualité, c'est celui-ci. La pandémie mondiale liée à la Covid-19 a modifié notre perception de concept et notre manière de nous organiser. Juridiquement, les États se sont adaptés avec plus ou moins de succès. En pratique, moins que plus, dans la mesure où nous assistons à un net recul des libertés et à une totale explosion de nos cadres juridiques traditionnels sacrifiés sur l'autel des exigences sanitaires. Factuellement, nous avons dû organiser nos cabinets, nos entreprises en fonction de ce concept désormais connu de tous, essentiel. Les rendez-vous sont désormais organisés par l'intermédiaire d'interfaces, de progiciels, de plugiciels. Les conférences et les colloques ne sont plus limitées en place puisqu'elles sont à distance. Les formations sont maintenant synonymes de webinaires. Le monde du distanciel existe déjà. Simplement, aujourd'hui, nul ne peut y échapper. Il faut y entrer ou succomber économiquement. Cette réalité pose des questions évidentes auxquelles vous répondrez aujourd'hui. La rédaction européenne, l'encadrement de l'intelligence artificielle, les conclusions de contrats à distance, l'avenir de la profession d'avocat. Autant de sujets, mais aussi autant d'avenir pour nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une journée studieuse sur un sujet complexe mais passionnant. Merci beaucoup, Monsieur le bâtonnier Fernandez, de votre introduction. Et encore une fois, donc, merci à tous nos confrères du Sud-Est, de la métropole d'Aix-Marseille qui nous accueillent aujourd'hui. Je voudrais, en tant que président de l'AFDIT, dire 4 sujets de contentement particulier ce matin, avant de faire une petite présentation de comment se déroule la journée et qui sont nos intervenants que nous sommes ravis d'accueillir car ils sont assez prestigieux, chacun dans leur domaine. Mon premier motif de satisfaction, c'est que cette année 2020, nous fêtons le 35e anniversaire de l'Association française du droit de l'informatique et de la télécommunication, qui est une association que j'ai l'honneur de présider et qui, depuis 35 ans, réunit toutes sortes de profils juridiques, mais pas seulement, des différentes professions du droit, magistrats, avocats, juristes d'entreprise, experts judiciaires, avec qui nous avons des partenariats, ainsi que donc des différentes associations qui représentent ces professions, comme l'Association française des juristes d'entreprise, pour ne citer qu'un de nos partenaires. Et depuis 35 ans, nous nous efforçons donc de creuser les sujets, de voir comment le droit va régir toutes ces nouvelles technologies, comment le droit appréhende le monde virtuel, Internet, où certains ont pu penser un jour que le droit ne les atteindrait pas. Nous avons vu que ce n'était pas le cas. Et donc, depuis 35 ans, un certain nombre d'esprits, tous bénévoles, consacrent du temps, de l'énergie et leur talent à creuser ces questions
et nous avons l'honneur donc de poursuivre aujourd'hui cette plateforme de rencontres, et c'est un grand sujet de satisfaction et un énorme intérêt que nous avons. Le deuxième motif de satisfaction est donc le fait que nous soyons aujourd'hui, comme l'a dit Monsieur le bâtonnier Bruzo, à notre 6e édition de l'AFDIT Sud-Est. Cela résulte d'un plan d'action qui avait été lancé il y a une dizaine d'années par le président Alain Hollande, décédé l'an dernier malheureusement, qui est une grande perte, qui était un des fondateurs de l'AFDIT, qui avait fixé un plan d'action sur les années à venir, qui comportait divers volets comme féminiser l'association, son conseil, poursuivre nos actions, mais également ne pas être une association exclusivement parisienne, mais qui puisse également associer tous nos amis, confrères et collègues région. Et je suis particulièrement heureux de voir que ce que nous avons lancé à Aix-Marseille avec donc monsieur l'expert Yves Léon, expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui était à l'origine donc de ce mouvement, avec Nicolas Courtier, qui est notre infatigable travailleur sur place, qui a pu fédérer les barreaux, mais également diverses professions, et un certain nombre de sponsors qui ont rendu ces manifestations possibles. Le troisième sujet de satisfaction, c'est le succès technologique qui ne semble pas se démentir aujourd'hui, qui a été à cause de la crise sanitaire de passer du mode classique de conférences en présentiel que nous avons fait pendant des années. Nous avons fait entre 5 et 12 conférences par an depuis une dizaine d'années. Donc, nous avons depuis 10 ans accéléré le rythme, mais c'était évidemment l'ancien mode. Cette année, à cause de la crise, et je félicite particulièrement mon ami et membre du conseil Nicolas Courtier, donc puissance agissante sur place, pour la prise en compte de cette révolution technologique que nous avons faite, c'est-à-dire de changer complètement, de se donner les moyens avec les outils de créer cette conférence en ligne, ce qui n'est pas une mince affaire, et aussi de changer le modèle économique de notre association, c'est-à-dire que nous avions une politique de prix très basse pour que tout le monde puisse venir, tous les professionnels, tous les étudiants à qui nous avons offert de tout temps la gratuité, nous avons changé. Le webinaire auquel vous assistez aujourd'hui est totalement gratuit, et donc ce sont nos sponsors, et ils sont un certain nombre que vous verrez sur le programme, qui permettent ce modèle. Donc, grand motif de satisfaction, l'AFDIT relève le challenge de la technologie et de ses mutations. Nous sommes au cœur de notre sujet. Le quatrième motif de satisfaction est le très riche programme que nous avons aujourd'hui, dont je voudrais dire un petit mot pendant le temps qui m'est encore imparti. Nous avons donc un sujet ambitieux, très large, la technologie et le droit face aux mutations, comment les technologies impactent le droit et comment le droit gère, encadre, prend en compte les technologies. Vaste sujet qui est un peu au cœur de notre sujet. Très brillant panel aujourd'hui. Alors, vous l'avez compris, les contraintes technologiques nous obligent à faire 4 séances. Donc, nous avons la présente et 3 autres salles dans lesquelles, pour poursuivre la conférence, après une pause d'1 quart d'heure, il faudra que vous rentriez. Donc, vous passerez d'une salle à l'autre en suivant les indications qui sont sur l'écran. Nous commençons la matinée que j'ai le plaisir de présider avec donc Madame le professeur Valérie Laure Benabou, qui est notre soutien depuis un bon moment, représentant de l'université et professeur à l'université, à Aix-Marseille Université, donc parrain légitime de la conférence d'aujourd'hui que je salue. Elle représente aussi la présence de l'université dans nos manifestations, et c'est pour nous extrêmement important pour assurer la qualité et la profondeur donc des travaux que nous faisons.
La matinée commencera par l'intervention d'une avocate que je salue. Elle est membre de notre conseil d'administration. Donc, nous avons réussi notre transformation qui était de féminiser la profession. Aujourd'hui, notre conseil d'administration est à moitié composé de nos consoeurs et collègues. Virginie Bensoussan-Brulé nous parlera du traitement juridique de l'automatisation des activités. Elle est la fille de notre ancien président à qui j'ai succédé, Alain Bensoussan, qui est un de nos confrères qui était extrêmement actif, fondateur de l'AFDIT et donc à la tête d'un cabinet assez exemplaire en matière de traitement des technologies et qui est, je crois, le numéro 1 en France. Et donc, nous sommes tout à fait ravis d'avoir Virginie qui reprend avec son frère le flambeau et qui est présente parmi nous. Elle est en charge du pôle contentieux numérique au cabinet et membre des conseils d'administration, non seulement de l'AFDIT, mais également de Cyberlex. Nous avons ensuite Fabrice Matatia, qui est un prestigieux invité que nous avons. Il est le délégué à la protection des données, donc le DPO en bon français du ministère de l'Intérieur. C'est un ingénieur, ancien élève de l'école polytechnique et de Paris Télécom, donc Télécom ParisTech aujourd'hui, l'école des télécoms. Il est membre du corps des mines. Il est docteur en droit, enseignant dans divers établissements, mines télécom, business school, etc. On en dira un mot au moment de le présenter tout à l'heure, donc un petit peu plus tard. La deuxième séance sera donc verra l'intervention de notre consoeur Diana Calciu, qui est une associée du cabinet Gide, qui est là aussi donc un très grand acteur français dans le monde des avocats et qui challenge les grands compétiteurs anglo-saxons avec brio depuis de longues années. Je les salue d'autant plus que j'ai fait mes premières armes dans ce cabinet. Diana Calciu, qui va parler, est la personne qui, pour le cabinet Gide et donc pour notre profession, est basée à Bruxelles depuis une dizaine d'années et suit tous les projets de la Commission européenne en matière de numérique. Et Dieu sait si actuellement cela foisonne. Elle nous parlera donc des textes que nous prépare la Commission qui vont révolutionner toutes nos activités dans les années qui vont venir, notamment avec en bon français, le Digital Service Act, donc le package de la Commission sur les services numériques, mais également le DMA, c'est-à-dire tout le management des plateformes numériques, toutes les questions des contenus, toute la régulation des grands acteurs, notamment des GAFA et autres puissances du monde d'aujourd'hui. Donc son intervention est particulièrement attendue. Nous entendrons ensuite monsieur le professeur Théodore Christakis, professeur à l'Université de Grenoble, qui va nous parler de la régulation de l'intelligence artificielle. Théodore est un brillant interlocuteur, un chercheur qui nous honore de sa présence aujourd'hui. Cet après-midi, nous aurons donc comment les mutations technologiques impactent le droit. Nous commencerons par une intervention d'une de nos consoeurs, qui est la présidente d'une autre association, Cyberlex, qui travaille un petit peu différemment sur les mêmes sujets que nous. Elle est associée du cabinet Bignon-Lebray, donc qui est un cabinet que je salue, qui est né en province. Ce sont des gens du Nord, qui sont nés à Lille et qui sont aujourd'hui présents dans plusieurs villes de France. Donc je salue Élise, que je connais depuis longtemps. Merci Élise d'être avec nous cet après-midi. Elle parlera de l'expérience Stop Covid et des constats qu'il faut tirer de cette expérience gouvernementale qui a fait couler beaucoup d'encre. Nous entendrons ensuite un éminent magistrat en la personne de monsieur Vincent Vigneault, donc conseiller à la première chambre de la Cour de cassation, qui est un fidèle de l'AFDIT, qui est également un de nos prestigieux juristes
très impliqué dans les nouvelles technologies, puisqu'il enseigne depuis plusieurs années à l'université Versailles-Saint-Quentin, où il y a une équipe qui nous est particulièrement chère, puisque les professeurs de cette université ont depuis plusieurs années participé activement à nos conférences et clôturé plusieurs fois les débats, ce qui est un exercice très français, tout à fait passionnant dans notre tradition. Monsieur le Président Vigneault parlera d'un sujet extrêmement important qui est les contrats en ligne, les questions qui sont posées par les signatures des contrats à distance. Je précise que Monsieur Vigneault est depuis 2 ans le président de la commission des clauses abusives et donc il sait particulièrement de quoi il parle quand il parle des contrats faits en ligne et de toutes les problématiques que cela pose, notamment la protection des consommateurs. Nous aurons après lui un autre intervenant que je suis particulièrement content d'avoir en la personne de Monsieur Olivier Guyot, qui est le président d'une société que certains d'entre nous connaissent, Smart Global Governance, qui est une magnifique entreprise de technologie qui s'est positionnée sur des outils offerts aux professions juridiques et en particulier en matière de gestion des différentes réglementations. Smart Global Governance est en particulier extrêmement actif en matière de gestion de la réglementation donc du RGPD, qui a généré la 3e version majeure de la loi informatique et liberté, en offrant des outils d'aide à nous tous, avocats, juristes d'entreprise, DPO, qui devons traiter les délicates questions posées par donc la protection des données personnelles, mais également des outils sur d'autres types de régulation. Donc, il nous parlera, et je pense qu'il est au cœur de ce débat. Je précise que Smart Global Governance a été récemment choisi par la Commission européenne et est à la tête d'un certain nombre de programmes. Je pense qu'ils seront appelés à devenir un des standards donc dans ce type d'outils très en avance et très intéressant de l'avoir aujourd'hui parmi nous. Nous aurons ensuite, et j'ai presque terminé mon propos, l'intervention d'une avocate et d'une juriste qui a présidé plusieurs entreprises et notamment récemment une start-up du droit, donc une Legal Tech. Je pense que l'AFDIT se devait d'avoir avec nous une Legal Tech, donc ces nouvelles entreprises start-up technologiques dédiées au droit, et ils nous parleront donc de l'entreprise qu'elles ont créée, donc une avocate et une juriste devenue femme d'affaires, WeDivorce, qui est un site qui utilise les technologies pour faciliter les procédures de divorce. Ils nous parleront de comment la technologie non seulement aide, facilite ces procédures, mais également offre une sécurité juridique qui est un souci très important pour nous tous. La conclusion de la journée sera faite par un éminent professeur, Pierre Berlioz, professeur de droit et qui est le directeur de l'école de formation des barreaux, notamment à Paris, et ancien conseiller du garde des Sceaux, fait partie de cette génération que je salue particulièrement, de ces professeurs qui sont à la pointe de la connaissance que nous autres juristes pouvons avoir de la technologie, et son propos sur les mutations de la profession d'avocat intéressera particulièrement tous nos confrères, mais également l'ensemble des participants. Je vais passer la parole donc à mon coéquipier depuis 6 ans, Nicolas Courtier, avocat au barreau de Marseille, membre du conseil de l'AFDIT, membre du conseil de Cyberlex, qui est donc un avocat particulièrement actif dans la région de la métropole Aix-Marseille. Je lui donne la parole et je lui rends hommage pour le travail extraordinaire qu'il a accompli pour la journée d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie de l'AFDIT et sachez que l'AFDIT est une plateforme ouverte et tous, juristes ou non juristes, vous êtes appelés à venir rejoindre notre équipe de gens passionnés par le droit et les technologies. Je vous souhaite une excellente journée. Encore merci aux personnes qui nous accueillent, à monsieur le bâtonnier Bruzo
à nos sponsors et à tous nos intervenants et participants aujourd'hui. Nicolas Courtier, Nicolas, mon cher ami, à toi la parole. Merci. Alors, je prends 30 secondes la parole pour des remerciements et une question technique. D'abord, je ne veux pas qu'on commence cette conférence sans remercier nos sponsors, parce qu'évidemment, tout ça coûte assez cher à organiser et nous ne pourrions pas le faire sans les entreprises et les organisations qui nous apportent leur soutien. Donc, en premier, je remercie la faculté de droit d'Aix-en-Provence, qui est doublement représentée en tant qu'université qui nous accueille pour l'organisation en partie. Les étudiants nous aident beaucoup chaque année, un peu moins cette année comme on n'est pas en présentiel, mais nous avons en général toujours l'aide des étudiants. Je remercie évidemment donc le barreau d'Aix-en-Provence, Philippe Bruzeau est encore là, et le barreau de Marseille, qui nous accueille alternativement chaque année. Et je remercie encore une fois ceux sans lesquels cette conférence ne pourrait pas se faire, qui sont les sociétés DPO System, qui est Je crois que j'avais oublié de m'allumer mon micro. Donc, je ne suis pas sûr que vous... Voilà. On a entendu le début, il y a eu un problème. Bon, donc, je disais qu'on était là grâce au barreau, grâce à la faculté, et je voulais tout particulièrement remercier les sponsors, la société DPO System, qui est une société de mise en conformité à la réglementation sur la protection des données et qui prend en charge des missions de DPO externes, la société Adnov, qui est le bras armé de la profession notariale pour tous les aspects techniques et qui prend en charge les missions de déléguer à la protection des données pour la profession notariale et pour d'autres professions. La société WeDivorce qui va donc intervenir cet après-midi et se présenter. La société Smart Global Governance qui est indéniablement le leader en matière non seulement, André en a parlé tout à l'heure, de mise en conformité à la réglementation des données, mais de tous les outils de gouvernance, les normes ISO et la loi Sapin 2. Et nous avons le dirigeant de cette société qui va intervenir cet après-midi pour cela. Et nous avons aussi été aidés par l'association des professionnels de l'assurance de la Méditerranée, qui nous suit depuis le début. Et j'en profite pour dire que nous tenons énormément, et a priori nous y arrivons pour l'instant, à ce que cette conférence dans le Sud-Est soit pluriprofessionnelle, que toutes les professions du droit soient représentées et toutes les professions de la technique qui sont impactées par le domaine du droit. Et au sein de l'université, je veux nommer, parce qu'ils nous ont beaucoup aidés cette année, l'Institut de droit des assurances et l'Institut de droit des affaires. Voilà, c'était le petit mot que je voulais dire et je passe maintenant la parole à Virginie. Oui, bonjour à tous. Merci André, merci Nicolas pour l'organisation de cette 6e journée de l'AFDIT Sud-Est à distance, comme maintenant depuis de nombreux mois. Comme vous l'a indiqué André, j'interviens en droit du contentieux du numérique au sein du cabinet Lexing et plus particulièrement en droit pénal du numérique. Et pour allier ma pratique et le thème de ces 6e journées, je vous propose d'étudier un nouveau champ de recherche qui s'intéresse aux applications juridiques des neurosciences qu'on appelle le neurodroit. Et on va ensemble voir comment science et nouvelles technologies peuvent être utilisées en procédure pénale et voir si les principes fondamentaux d'administration de la preuve pénale peuvent permettre l'utilisation aujourd'hui de ces nouveaux modes de preuve. Pour le grand public, c'est l'enquête sur l'assassinat de Grégory Villemain, relancé 30 ans après les faits grâce à l'utilisation d'un logiciel d'analyse criminelle qui a montré l'enjeu des technologies probatoires dans la recherche de la vérité.
Donc, au niveau du neurodroit, on va étudier ce matin, dans le temps qui m'est imparti, quatre points. Les techniques de neurodroit dans l'administration de la preuve pénale, en particulier l'hypnose, l'imagerie cérébrale et le détecteur de mensonges. Et on va voir tout le temps comment mutation, science, nouvelles technologies vont modifier à la fois le travail des enquêteurs, le travail des magistrats et évidemment le travail des avocats et des juristes. Nous allons regarder ensemble si le neurodroit peut être licite, s'il peut être loyal et qu'est-ce qui se passe au regard du respect du principe de la dignité de la personne humaine protégée par l'article 3 de la CEDH et qui, d'une certaine façon, irrigue tout le droit des nouvelles technologies, que ce soit le droit de la communication numérique, le principe de respect de la dignité étant expressément visé dans la loi pour la conscience dans l'économie numérique, mais également dans le droit de la protection des données personnelles avec l'article 1er de la loi informatique et liberté et de manière générale dans toutes les matières qui font intervenir droit et nouvelles technologies. Alors, je ne sais pas, Nicolas, qui... Merci beaucoup. Donc, comme je l'indiquais, une définition de ce qu'est le neurodroit et ce qui est important pour moi aujourd'hui et pour l'AFDID, c'est de montrer que ce champ de recherche qui s'intéresse aux applications juridiques des neurosciences est étudié depuis les années 2010 et que néanmoins, c'est encore mal connu et alors que ça mérite de s'intéresser plus particulièrement à l'association des sciences et des nouvelles technologies. Notamment en matière de procédure pénale pour prouver ou comprendre des faits et certains traits d'une personnalité. Et comme je vous l'indiquais, on va étudier ensemble ce matin, plus précisément, l'hypnose, l'imagerie cérébrale et le détecteur de mensonges. Parce que ce que l'on voit en procédure pénale, c'est que depuis longtemps, les modes de preuve suivent l'évolution scientifique et technologique. Vous en avez des exemples assez simples avec la détection de la consommation de stupéfiants, l'analyse des empreintes génétiques ou les écoutes des conversations téléphoniques qui aujourd'hui, d'une certaine façon, ne font plus vraiment débat. En tout cas, il y a une forme d'acceptabilité sociale pour ces nouveaux modes de preuve. En procédure pénale française, et l'article 427 du Code de procédure pénale qui précise que l'administration de la preuve pénale est libre, permet justement le développement de ces nouveaux modes de preuve. Mais on va voir que l'hypnose, l'imagerie cérébrale et le détecteur de mensonges, confrontés au principe de licéité de la preuve, de loyauté dans l'administration de la preuve et d'absence d'atteinte à la dignité de la personne, peut se trouver en difficulté. Évidemment, la torture, les narco-analyses sont interdits comme mode de preuve en procédure pénale française et on va voir si les trois modes de preuve liés aux sciences cognitives que je vous propose aujourd'hui vont plutôt suivre les règles des empreintes génétiques ou des conversations téléphoniques ou plutôt celles de la torture et des narco-analyses. Donc, on va pouvoir passer au slide suivant où on a des définitions de ces trois modes de preuve auxquels vous pouvez vous reporter à travers le support PowerPoint qui pourrait être diffusé, communiqué si vous le souhaitez. Et en fait, étudions donc l'hypnose. À quoi ça pourrait servir dans le cadre d'une procédure judiciaire pénale? L'objectif serait donc de placer
alors généralement plutôt la victime ou le témoin, dans un état second pour tenter de lui faire retrouver des souvenirs oubliés ou volontairement occultés. Mais on voit bien que l'hypnose place la personne dans un état physique et moral qui n'est pas celui qu'elle peut maîtriser habituellement, et donc ça peut poser des difficultés ensuite sur la recevabilité d'un témoignage dit sous hypnose. Alors, l'imagerie cérébrale, celle-ci est un mode de preuve qui est connu et déjà utilisé fréquemment dans le cadre des procédures pénales françaises, dans le cadre d'expertise juridique. Elle peut être utilisée à des fins répressives pour rechercher l'auteur d'infraction et pour représenter les réseaux neuronaux qui peuvent caractériser le mensonge, la peur ou la jalousie, et puis également à des fins préventives afin de déterminer le degré de dangerosité d'un individu. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types d'imagerie cérébrale, ce qu'on appelle l'imagerie cérébrale anatomique, qui est conçue pour mettre en valeur les structures cérébrales et tout ce qui peut venir les perturber, type tumeur, hémorragie, caillot, et ce qu'on appelle l'imagerie cérébrale fonctionnelle, qui mesure pour sa part l'activité des régions du cerveau durant l'exécution de certaines tâches. Et dans le cadre des expertises judiciaires qui utilisent l'imagerie cérébrale, ça peut être tant l'imagerie cérébrale anatomique que l'imagerie cérébrale fonctionnelle. Et on verra qu'aux États-Unis, dans un grand procès qui a concerné une personne qui avait été accusée de préparer un attentat contre le président Ronald Reagan, l'imagerie cérébrale a été utilisée. Et puis, on a quelque chose de plus connu, évidemment, à travers la pratique américaine et puis les films et les séries télévisées, c'est le détecteur de mensonges qui peut prendre deux formes, le polygraphe ou l'analyse de la voix. Et on voit effectivement que de nouveau, ce mode de preuve est étudié depuis plusieurs années par les professionnels du droit, liés aux règles de l'aveu, la procédure pénale française étant encore majoritairement fondée sur l'aveu. Donc, le polygraphe, c'est cette fameuse machine destinée à recueillir les réactions physiques de l'individu pendant un interrogatoire, où sont mêlées des questions dites anodines et des questions liées aux circonstances de l'infraction. L'analyse de la voix, ou voice stress analysis en anglais, là, c'est un petit peu différent. L'objectif est d'étudier les micro-tremblements dont les variations, selon certains experts, pourraient permettre d'établir l'état émotionnel d'une personne et donc de savoir si elle ment ou si elle dit la vérité. Évidemment, et vous allez en parler aujourd'hui au cours de cette journée, les données qui peuvent être recueillies dans le cadre de l'utilisation du neurodroit pourraient être encore optimisées grâce à l'utilisation des nombreux logiciels d'analyse criminelle et d'intelligence artificielle qui existent aujourd'hui, puisqu'on peut imaginer que les algorithmes couplés à des données scientifiques elles-mêmes couplées à des données factuelles issues des pièces de la procédure pénale pourraient donner des pistes d'analyse ou confirmer des hypothèses de recherche émises par les enquêteurs que un enquêteur seul ne pourrait pas trouver. Donc, on peut effectivement imaginer une utilisation du neurodroit optimisée par l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les futurs procès en France ou dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Puisque, et ça va être la suite de mon intervention, on va s'interroger sur le point de savoir si le neurodroit est licite dans l'administration de la preuve pénale. Donc, je vous parlais au début de mon introduction de l'article 427 du Code de procédure pénale qui pose le principe de liberté de la preuve. Je vous rappelle sa formulation.
Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve est libre. Ainsi, on peut imaginer que toutes ces techniques pourraient être utilisées facilement par les enquêteurs, les magistrats et évidemment les avocats. Et donc, je vous donnais aussi des exemples de droit comparé et notamment américains, puisqu'évidemment sur ces sujets-là, comme sur beaucoup, ils sont en avance sur l'Europe et sur la France, puisque depuis un arrêt de la Cour suprême de 1993, sont établis ce qu'on appelle les Federal Rules of Evidence, et qui rappellent les conditions d'admissibilité d'un moyen de preuve. Et ces conditions sont les suivantes. La technique de preuve a été testée et peut toujours l'être. Elle a été évaluée par les pairs et a fait l'objet de publications. Le taux d'erreur de la technique est connu. La technique fait l'objet de normes évolutives et est reconnue par la communauté scientifique. Donc finalement, en droit américain, grâce à cet arrêt de la Cour suprême de 1993, ces Federal Rules of Evidence permettent d'encadrer les nouveaux modes de preuve qui lient science et nouvelles technologies. Et donc, ils ont nécessairement une avance sur l'Europe qui ne dispose pas aujourd'hui d'un tel encadrement juridique clair pour à la fois les enquêteurs et les praticiens. Alors en France, la question de l'hypnose et du point de savoir si cette technique est légale pour entendre un témoin ou un suspect, le Code de procédure pénale ne dit rien. Pourtant, elle a déjà été utilisée lors d'une instruction qui a conduit la Cour de cassation à se prononcer sur le recours à cette technique. Dans l'affaire que je vous cite de 2000, le juge d'instruction avait commis un expert hypnologue et sophrologue pour mettre sous hypnose un témoin qui éprouvait des difficultés à se remémorer certains événements. Il faut savoir que dans cette instruction, l'utilisation de cette technique de l'hypnose avait été entourée de garanties, puisque le témoin était entouré des enquêteurs, il avait prêté serment et évidemment ou non d'ailleurs, mais en tout cas au cas de cette instruction, le témoin avait donné son consentement pour être mis sous hypnose. Néanmoins, la Cour de cassation a refusé l'utilisation de l'hypnose et a indiqué, en fait, a rappelé que les deux seuls cadres juridiques qui existent pour entendre une personne sont le témoignage et l'expertise, et donc c'est la raison pour laquelle elle n'a pas accepté comme mode de preuve l'hypnose. Alors, en ce qui concerne l'imagerie cérébrale, on en a un petit peu parlé au début de cette intervention. C'est une technique licite dans le cadre d'expertise judiciaire. C'est l'article 16-14 du Code civil qui précise que les techniques d'imagerie cérébrale peuvent être employées dans le cadre d'expertise judiciaire. C'est extrêmement encadré et de nouveau, le consentement express de la personne est prévu. Il doit être recueilli par écrit et préalablement à la réalisation de l'examen. Et ce consentement est évidemment révocable à tout moment. Donc, comme je vous le disais, dans le cas d'une procédure judiciaire, l'utilisation de l'imagerie cérébrale peut être tant l'imagerie anatomique que l'imagerie fonctionnelle. Et donc, on pourrait imaginer que la culpabilité d'un individu pourrait être fondée sur l'examen d'imagerie cérébrale. Pour autant, la Cour de cassation a eu à se prononcer en 2003 sur ce point et elle a indiqué que
l'imagerie cérébrale, l'examen de l'imagerie cérébrale pouvait fonder effectivement la culpabilité d'un individu, mais que ça ne pouvait pas être ce seul examen. Voilà, parce que en réalité, ça ressort de la compétence exclusive du juge et donc il n'appartient pas aux experts de trancher une question qui relève de la compétence exclusive du juge. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, finalement, les examens d'imagerie cérébrale ne sont pas si utilisés que ça en droit pénal français. Et j'avais décidé effectivement de faire aussi un peu de droit comparé. Vous l'avez vu avec les États-Unis. Il faut savoir qu'en Inde, la question de l'utilisation de ce mode de preuve a aussi été discutée au niveau de la Cour suprême indienne dans le cadre d'un procès pour meurtre. Et la Cour suprême indienne a rejeté comme moyen de preuve les enregistrements de l'activité du cerveau de l'accusé, jugeant que les procédés d'imagerie cérébrale sont illégaux et contraires à la Constitution indienne. Cette affaire date des années 2010 à nouveau. Alors, le détecteur de mensonges, donc c'est le slide suivant. C'est une technique qui existe, mais qui n'est pas utilisée par les enquêteurs français. En revanche, c'est une utilisation qui existe depuis longtemps et qui est récurrente aux États-Unis. Le détecteur de mensonges en droit français peut être mis en parallèle évidemment avec la technique de l'aveu, mais en droit français, on pense que on ne peut pas utiliser le polygraphe ou l'analyse de la voix pour déterminer qu'une personne ment en utilisant une interprétation a contrario du cadre juridique de l'aveu. Donc c'est la raison pour laquelle les détecteurs de mensonges ne sont pas utilisés en France, contrairement aux États-Unis, où les chiffres de l'utilisation du détecteur de mensonges sont assez impressionnants et sont recensés année par année par l'inspecteur général du département américain de la justice et rendus publics. Donc, dans la suite de mon intervention, donc là on était sur le principe de licéité et maintenant on va aller regarder le principe de loyauté du neurodroit dans l'administration de la preuve pénale, à nouveau pour voir si dans les années à venir il va être possible ou non de concilier science, technologie, nouvelles technologies dans le cadre de la recherche de la vérité, puisque en droit pénal, le principe de vérité prime sur le principe de loyauté. En tout cas, la Chambre criminelle de la Cour de cassation résiste à l'Assemblée plénière de la Cour de cassation sur ce point et estime encore aujourd'hui que le principe de vérité doit primer. Donc, qu'est-ce que c'est que le principe de loyauté quand on est en matière de preuve et notamment de preuve pénale? C'est le fait qu'il est interdit à celui qui administre la preuve l'utilisation de procédés déloyaux, de ruses ou de stratagèmes. Et la Cour européenne des droits de l'homme a confirmé à plusieurs reprises cette obligation de loyauté dans la recherche des preuves. Et on va repasser, comme on l'a fait pour le principe de licéité, nos trois modes de preuve, hypnose, imagerie cérébrale et détecteur de mensonges, pour voir si oui ou non, on a vu qu'au niveau du principe de licéité, c'était plutôt oui. Et maintenant, on va regarder si au niveau du principe de loyauté, on est plutôt dans du oui ou dans du non. Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'hypnose, on voit que ça va mettre la... Alors, c'est le slide suivant, pardon. Non, c'est le slide... Non, pardon. Il faudrait un tout petit peu remonter. Encore. Voilà, on y est. Merci beaucoup. Donc, la question de l'hypnose dans le cadre du principe de loyauté de la preuve, c'est qu'elle va
placer la victime, en tout cas la personne qui est entendue, dans une situation où elle ne peut pas se défendre. Et donc, puisqu'elle n'a à ce moment-là pas toutes ses facultés intellectuelles et elle se retrouve affaiblie. Et donc, la question se pose de savoir si une preuve issue d'un processus inconscient est loyale et donc recevable. Et en réalité, on peut faire toujours un rapprochement avec l'aveu, puisque celui-ci ne peut pas être extorqué. On peut imaginer que l'hypnose ne peut pas non plus être admise au titre du principe de loyauté de la preuve, bien que la personne aurait donné son consentement, parce que lorsqu'on en est sous hypnose, on peut imaginer qu'on n'a plus son libre arbitre, plus ses facultés de réflexion, et surtout, on risque de ne pas pouvoir exercer le droit de se taire ou le droit de mentir ou le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Donc, on voit que pour l'hypnose, c'est compliqué. Pour l'imagerie cérébrale, ça, pour la défense, ça peut être très intéressant d'utiliser donc ce qu'on appelle la preuve neuroscientifique. La Cour de cassation en 1993 a jugé qu'aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale, qu'il leur appartient seulement en application de l'article 427 du Code de procédure pénale d'en apprécier la valeur probante. Donc, on peut tout à fait imaginer que encore et encore, l'imagerie cérébrale puisse être utilisée dans les procès en France. Et donc, je voulais vous parler un peu plus du procès de John Warnock Hinckley Jr. qui avait été poursuivi pour avoir tenté d'assassiner le président Reagan en 1981. Et afin de justifier de l'irresponsabilité de l'auteur, la défense avait produit, alors c'est technique mais c'est intéressant, avait produit un scanner réalisé par microtomographie axiale à rayon X, le but étant de montrer que cette personne avait une atrophie du cerveau qui pouvait suggérer une schizophrénie. Et donc là, on voit qu'on est dans les années 80 et que déjà aux États-Unis, l'utilisation de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la preuve neuroscientifique avait été utilisée par la défense pour faire admettre que leur client était irresponsable et donc ne pouvait pas être condamné pour avoir tenté d'assassiner le président américain. Pour le détecteur de mensonges, la difficulté, c'est que cette technique, ainsi que les autres techniques d'analyse de la voix, sont aujourd'hui, donc c'est le slide suivant, sont aujourd'hui souvent remis en cause au niveau de la fiabilité. Voilà, les experts estiment qu'en réalité, les examens issus des détecteurs de mensonges font plutôt apparaître l'émotivité de la personne que finalement la réalité, et ne permet pas d'identifier avec précision en réalité si le sujet dit la vérité ou si il ment. Et donc, de la même façon que un aveu ne doit pas être extorqué, le fait qu'aujourd'hui les détecteurs de mensonges, on estime que leur fiabilité fait défaut, et ben on pourrait imaginer que cette technique, en fait, arracherait des aveux, alors que les textes précisent que les aveux doivent être libres et spontanés. Et puis, à nouveau,
ça remettrait en cause le droit de mentir et le droit de garder le silence, qui sont des principes de procédure fondamentaux reconnus par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, il semble aujourd'hui difficile en France, compte tenu finalement du caractère vraisemblablement peu fiable des polygraphes pour détecter si une personne ment ou non, et donc de fragiliser le témoignage fait que il ne semble pas que les enquêteurs français vont les utiliser au même niveau que les enquêteurs américains. Et maintenant, on en vient à un point important et qui va, à mon avis, guider les débats aujourd'hui, notamment autour du recours à l'intelligence artificielle. C'est le slide suivant. C'est le neurodroit confronté au respect de la dignité de la personne humaine, puisque c'est l'article 3 de la CEDH et appliqué à la procédure pénale, le principe de la dignité de la personne humaine, c'est finalement l'interdiction de toute violence dans l'administration de la preuve, que cette violence soit physique ou morale, et donc c'est rappelé de manière constante à nouveau par la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, voilà, je voulais faire un clin d'œil sur le fait que cette journée était organisée par l'AFNIC Sud-Est depuis Aix-en-Provence, puisque un arrêt très important sur la question de l'hypnose a été rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en 1961, et la question se posait de savoir si finalement l'hypnose ne place pas la personne sous contrainte et donc d'une certaine façon caractérise une violence. Et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence j'ai cité les propos des magistrats, considère que l'hypnose est un procédé qui répugne à la conscience car il traite l'être humain en animal de laboratoire et ressuscite l'ancienne torture. Donc, on voit que il y a énormément de débats depuis finalement de très nombreuses années sur le recours à la preuve neuroscientifique en France. De la même façon, pour l'imagerie cérébrale forcée, on peut utiliser par analogie cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 2006 que j'ai déjà cité au cours de mon intervention, qui avait jugé de contraire à la dignité de la personne le fait de la soumettre par la force à l'absorption de substances vomitives, alors même que l'on était dans un cadre hospitalier et sous le contrôle de médecins par un trafiquant de drogue ayant avalé des sachets de cocaïne. Et puis plus récemment, sur l'imagerie cérébrale en justice, on a l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui, en 2012, dans un rapport de messieurs Claise et Vialat, a recommandé de préciser, voire supprimer la possibilité d'utiliser l'imagerie cérébrale en justice. Donc, c'est le fameux article 16-14 du Code civil qui, évidemment, le permet dans le cadre d'expertise judiciaire, mais on voit qu'il y a de nouveau tout un débat sur ces questions-là. Et puis, le détecteur de mensonges, est-ce que ce n'est pas une liberté annihilée, la personne n'ayant aucune liberté dans le contrôle de ses réactions, qui seront ensuite analysées par le polygraphe, puis surtout ensuite interprétées par un expert. Et donc, en conclusion, ce qu'il apparaît, donc c'est le slide suivant, c'est que finalement, ce n'est pas tant les règles de procédure pénale françaises qui empêcheraient finalement l'utilisation des preuves neuroscientifiques dans le procès pénal. Finalement, ce sont nos principes juridiques qui gouvernent l'administration de la preuve, et finalement notre civilisation
c'est-à-dire le principe de loyauté et le principe de dignité, qui font qu'aujourd'hui, il y a une certaine opposition à l'utilisation du neurodroit dans le cadre du procès pénal. Mais comme un des participants, Fabien, l'indique sur le chat commun, en revenant sur la Federal Rules of Evidence, donc les règles américaines, on voit que finalement, ils arrivent d'une certaine façon à concilier principes fondamentaux et évolution finalement à la fois des technologies, de l'évolution scientifique également, avec le droit. Est-ce que l'on est prêt pour cela? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la question se pose, la question mérite d'être débattue. Et il nous semble, en tout cas, nous au cabinet qui étudions de près, en tout cas la jurisprudence américaine et ce qui se passe ailleurs dans le monde, qu'on aurait tout intérêt à avoir nos propres Federal Rules of Evidence, pour que dans les années à venir, nous puissions utiliser ces preuves neuroscientifiques avec en arrière-plan évidemment toujours le respect de nos principes fondamentaux, au premier rang desquels le respect du principe de la dignité de l'article 1er de la Charte européenne des droits fondamentaux. Voilà pour ce débat autour du neurodroit qui vient montrer que finalement toutes ces mutations technologiques ont un impact grandissant sur nos activités en tant que praticiens du droit, mais de manière plus générale sur la société, et peut-être espérer, comme en droit de l'IA et des technologies robotiques, une conférence du consensus autour de l'utilisation du neurodroit dans l'administration de la preuve pénale dans les années à venir. Merci beaucoup. Un grand merci Virginie. Pour cet exposé extrêmement intéressant qui est au cœur du sujet, c'est-à-dire effectivement comment les technologies sont susceptibles d'impacter les règles juridiques. Et ce sujet, nous le savons, t'intéresse particulièrement puisque tu as cette dimension avocat pénaliste. Et je salue donc l'exposé, ce petit détour que nous a fait faire par effectivement des méthodes impressionnante, presque, comment dire, de science-fiction, l'utilisation de l'hypnose, l'imagerie cérébrale, et tu as justement souligné les réactions assez rassurantes finalement, que ce soit de la Cour européenne des droits de l'homme ou de nos juridictions, pour effectivement sauvegarder. De là à dire que l'hypnose équivaut à de la torture, je pense que c'est intéressant, et nous autres avocats qui sommes quand même assez attentifs aux droits fondamentaux, je pense que ce type de décision est rassurant. Un grand merci Virginie, comme d'habitude, très, très riche et très enrichissant. Merci pour cette intervention. Nous allons passer la parole maintenant à notre second intervenant en la personne de Monsieur Fabrice Matatia. J'en ai dit un mot tout à l'heure dans la présentation générale de la journée. Fabrice Matatia est un très brillant représentant de sa génération, ingénieur, polytechnicien, passé par Télécom Paris Tech, membre du corps des mines, enfin, docteur en droit, ce qui évidemment pour nous est assez impressionnant. Donc parfaitement en mesure de confronter la dimension technologique et le droit. Vous êtes actuellement, je dirais, c'est la première chose qui apparaît quand on regarde vos biographies, le délégué à la protection des données du ministère de l'Intérieur, mais en réalité, vous êtes passé par un certain nombre de fonctions prestigieuses, conseiller spécial au secrétariat national du numérique, membre de diverses institutions et ayant travaillé à tout un tas de grands projets, notamment j'ai vu dans votre biographie, vous avez participé au projet donc
donc de la numérisation des cartes d'identité, etc. Bref, peut-être vous rajouterez dans votre exposé quelques mots sur ces expériences qui enrichissent votre propos. J'ai noté que vous parleriez de l'identité numérique. Nous sommes absolument ravis de vous avoir parmi nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Encore une fois, l'AVDIT s'enrichit et s'honore de l'acceptation donc des invitations qui sont faites aux différents intervenants. Ravis de vous avoir parmi nous. Vous avez 30 minutes pour nous éclairer sur ces sujets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien là? C'est bon? Bon, donc on va y aller. Est-ce qu'on peut passer la présentation que j'avais prévue, s'il vous plaît? Ah, très bien. Merci beaucoup. Donc, merci pour cette introduction. Je suis ravi d'être avec vous. Donc, merci de m'avoir invité. Évidemment, c'est dommage que nous ne puissions pas nous rencontrer en chair et en os sur place à Aix, mais j'espère que ce n'est que partie remise. Donc là, je vais du coup vous faire à distance partager avec vous ces quelques réflexions sur l'identité numérique et sur à la fois sur ce que c'est et sur l'état de la situation aujourd'hui. C'est un sujet qui n'est pas nouveau. Comme vous l'avez évoqué, ça fait plus de 15 ans que je travaille dessus. C'est un sujet qui est difficilement compréhensible, je dirais, par le grand public, ce qui est un peu paradoxal parce qu'en fait, on l'utilise tous les jours. Mais les gens n'ont pas vraiment conscience de ce que cela implique derrière et de ce que cela pourrait leur apporter. Si l'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Oui, ça c'est juste pour la page de publicité. Donc pour dire que j'ai commis différents ouvrages, si certains d'entre vous sont intéressés. Oui, ma spécialité c'est plutôt le RGPD, le droit des données personnelles, mais qui vient compléter la partie identité numérique, puisqu'on ne peut faire d'une identité numérique évidemment que si on respecte par ailleurs tout le cadre juridique, notamment celui des données personnelles. Alors par identité numérique, c'est un terme qui n'a pas qui correspond pas à une définition légale. Donc on va se mettre d'accord entre nous sur ce que l'on met comme définition à cette expression, sachant que voilà, d'autres personnes peuvent décider d'utiliser d'autres définitions et dire, on entend par exemple souvent que l'identité numérique, c'est en gros la somme des informations sur vous qui sont laissées sur Internet, soit qui seraient publiquement disponibles, soit qui seraient laissées à tous les acteurs d'Internet avec tous les cookies qu'il y a dans tous les sens. Donc tout le profil la connaissance de vous que les différents acteurs peuvent avoir. Ce n'est pas du tout cette définition-là dont nous parlerons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur une des définitions de l'identité numérique qui est comment est-ce que je prouve à distance que je suis bien moi, et notamment lorsque je me connecte à quelque chose en ligne, donc il n'y a pas de face-à-face, comment j'arrive à prouver que je suis bien la bonne personne. Par exemple, là, en ce moment, voilà, je suis connecté à ce webinaire, je suis en train de donner une conférence, mais finalement, aucun des participants n'a réellement la garantie que je suis bien qui je prétends être. Il y a donc une introduction qui donne mon identité, mais finalement, vous n'avez pour cela que la parole des organisateurs. Donc, on voit que sur Internet, en fait, à distance, ce n'est pas toujours évident d'être sûr de l'identité de l'interlocuteur. Alors, il y a des fois où ce n'est pas vraiment grave, c'est-à-dire que si je vous fais une intervention intéressante, du coup elle sera intéressante quelle que soit mon identité. L'intervention précédente de Virginie était intéressante, voilà, et Virginie ne vous a pas plus prouvé son identité. Donc il y a des circonstances où ce n'est pas grave, et puis il y a d'autres circonstances où ça peut devenir très très crucial. Si on pense aux circonstances actuelles, on se reporte 6 mois en arrière, lorsque nous avions la question des élections. Fallait-il tenir ou pas les élections municipales? On voit bien que si on avait eu un moyen de voter en ligne, le gouvernement aurait eu comme choix, du coup, d'organiser des élections en ligne. Sauf que, faute d'un moyen pour chaque électeur de prouver qui il est et sa qualité d'électeur en ligne, le gouvernement n'a même pas l'option actuellement de réfléchir pour savoir si un vote en ligne serait une bonne idée ou pas. De toute façon, aujourd'hui, ce n'est techniquement pas faisable en France. Donc, c'est même pas la peine de lancer le débat.
Mais on voit bien il y a 6 mois que ça aurait pu être intéressant de se demander s'il fallait voter en ligne. Et on aura la même question dans 6 mois pour les régionales. Suivant l'état de la crise sanitaire, on pourra se reposer la question. Donc là, nous nous mettons d'accord que nous appellerons aujourd'hui identité numérique un moyen de prouver son identité en ligne. Alors nous avons dans le Code des postes et communications électroniques un article qui est le L102 qui définit à la fois ce que c'est que l'identification électronique. Et donc pour le code d'identification électronique, c'est un processus qui utilise des données d'identification personnelle sous forme électronique pour représenter de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une personne morale. Alors c'est intéressant parce que on voit que la notion d'identité là est étendue aussi aux personnes morales. En effet, vous recevez une facture, un mail d'EDF, ou qui prétend venir d'EDF, ou qui prétend venir des impôts, ou de votre banque. Est-ce que vous êtes sûr que ce mail provient bien de votre banque, ou est-ce que c'est du phishing, un escroc qui essaye de se faire passer pour quelqu'un de légitime afin d'obtenir notamment vos numéros de carte bancaire ou autres. Alors ça, c'était l'identification électronique. Ensuite, on a une deuxième définition qui est le moyen d'identification électronique. Alors, en clair, le moyen d'identification électronique, c'est l'outil que vous allez utiliser pour réaliser votre identification électronique, l'élément matériel ou immatériel qui contient des données d'identification personnelle et qui vous permettra, en ligne, de prouver que vous êtes bien vous. Alors, il y a le terme authentifié, là, dans la dernière ligne. Donc, en jargon d'identité numérique, authentifier, ça veut dire prouver qui on est. Alors, je dis tout de suite pour les juristes donc, qui nous écoutent, ça n'a strictement rien à voir avec la notion d'acte authentique, par exemple. C'est complètement différent. Donc, surtout, ne pas faire la confusion. Là, on parle bien d'authentification au sens de vérification de l'identité de la personne. Si on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, parmi ces outils possibles, on a vu que c'était des outils matériels ou immatériels. Et donc, il y en a un que vous utilisez tous les jours, c'est tout simplement le couple login-mot de passe. Voilà, tout le monde se connecte à des tas de choses en tapant un mot de passe. C'est donc un moyen de prouver qui il est. Et c'est un moyen qui est tout à fait admissible tant qu'on n'a pas besoin d'une preuve très forte de l'identité de la personne. Ça prouve que vous connaissez le mot de passe. Ensuite, vous utilisez aussi des tas d'autres moyens sans vous en rendre compte. Par exemple, ce que j'ai marqué OTP par SMS, c'est-à-dire OTP, c'est One Time Password, un mot de passe à usage unique. Vous faites un achat en ligne, votre banque vous envoie par SMS un code à taper pour prouver que c'est bien vous qui êtes en train de faire l'achat en ligne. Donc voilà, on a vérifié votre identité en vous envoyant ce SMS avec un code unique dessus. Autre exemple, tout simplement la carte SIM de votre téléphone portable. À chaque fois que vous allumez votre mobile, il se connecte au réseau et il faut prouver que vous êtes bien l'abonné qui a le droit de se raccorder au réseau. Et donc, quand vous tapez votre code pour déverrouiller votre téléphone portable, voilà, vous êtes en train de prouver qui vous êtes, non seulement parce que vous connaissez le code secret du téléphone, mais aussi parce que ce téléphone contient une carte SIM, c'est-à-dire un cryptoprocesseur qui permet de prouver de manière unique que vous êtes bien tel abonné. Donc vous voyez que finalement, voilà, tous les jours, tout le monde utilise de l'identité numérique sans le savoir. C'est comme de la prose de M. Jourdain. On fait tous de l'identité numérique tous les jours. Ensuite, il y a des moyens encore plus sûrs, notamment tout ce qui est carte professionnelle qui contient une puce. Ça peut être une carte de professionnel de santé, des cartes d'agent dans l'administration, ça peut être ce que je vais appeler carte de notaire ou carte d'avocat, même si je sais qu'en termes de forme, c'est pas nécessairement, ou ce n'est plus nécessairement sous forme d'une carte à puce. Donc, vous voyez que là, il y a vraiment l'outil matériel qui intervient, c'est-à-dire qu'il faut détenir un objet. En plus du code secret, il faut détenir un objet qui va permettre de prouver qui on est. Et c'est donc bien le fait d'en être détenteur qui le prouve. Et puis l'autre moyen possible, c'est tout ce qui est biométrie. On pourrait parler d'utilisation d'empreintes digitales ou de toutes les autres biométries envisageables. Ce seraient des moyens de faire de l'identité numérique, même si aujourd'hui, voilà, en grand public, c'est évidemment pas du tout généralisé.
Et savoir si ce serait souhaitable ou pas, ça ce serait un autre débat que nous ne ferons pas aujourd'hui. En fait, tous ces moyens ont une problématique commune, c'est établir et garantir une relation entre l'outil utilisé et l'identité réelle de la personne qui est derrière, au sens de l'état civil. Vous voyez bien que, par exemple, sur Facebook, n'importe qui peut ouvrir un compte, une page Facebook au nom de Emmanuel Macron. L'ennui, c'est qu'il aura bien un mot de passe pour ouvrir cette page, mais ça ne permet pas de garantir que c'est bien Emmanuel Macron. Donc, on a bien une question de vérification de cette identité, entre l'identité déclarée et la réelle identité de l'utilisateur. Et le fait de détenir un mot de passe ne suffit pas. Et donc, tout ce qui fait la valeur de l'identité numérique et aussi son coût, c'est cette opération initiale de vérification de l'identité, ce qu'on appelle techniquement l'enrôlement des personnes. Donc, on doit en gros vérifier une par une l'identité de chaque personne avant de lui remettre un moyen d'identification électronique. C'est cette phase-là qui a un coût parce que vous voyez que s'il y a 60 millions d'utilisateurs en France, ben, il va falloir faire 60 millions de vérifications plus ou moins poussées. Si on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc en fait, parmi tous les moyens qui sont disponibles, donc vous avez un règlement qui s'appelle EIDAS, règlement européen de 2014, qui harmonise au niveau européen les niveaux de garantie apportés par les outils d'identité numérique. Et donc EIDAS distingue 3 niveaux qu'on comprend bien sans entrer dans les détails techniques, parce que EIDAS a aussi une partie très technique, mais là, conceptuellement, on comprend bien. Vous avez un niveau faible, le moyen qui procure un degré limité de fiabilité de l'identité, et qui va réduire le risque, mais pas annuler, réduire le risque d'utilisation abusive ou d'altération de l'identité. Donc je vous ai donné quelques exemples. Ben voilà, dès que vous créez un compte Facebook, vous créez un compte Google, un compte Microsoft, en entrant l'identité que vous décidez, personne ne va vérifier que c'est bien vous. Et donc, si après vous utilisez du Google Connect, du Facebook Connect, en fait, personne n'a vérifié que c'est vous. Donc, pour accéder au compte que vous venez de créer, ça prouve que vous êtes bien le propriétaire de ce compte. Mais en fait, quelle est votre identité réelle? On n'en sait rien. Ensuite, le niveau suivant, c'est le niveau substantiel. Alors, EIDAS, on donne une définition qui nous avance pas beaucoup. Le niveau substantiel, il vous donne un degré substantiel de fiabilité. Alors là, un exemple, ça va être France Connect. Donc France Connect, dont nous parlerons un peu plus loin, vous êtes peut-être passé par là lorsque vous avez fait votre déclaration de revenus l'an dernier. En fait, quand vous vous connectez justement à votre compte fiscal sur Internet pour faire votre déclaration de revenus, vous n'utilisez certes qu'un login mot de passe, mais pour vous l'envoyer, le fisc a eu quand même quelques moyens de vérification. Il sait que ce login mot de passe a été envoyé à tel contribuable. Donc ça limite quand même les risques. On sait que vous n'êtes pas n'importe quel contribuable. Le fisc a envoyé votre login fiscal à une personne bien donnée, à identité bien vérifiée. Ensuite, ça ne vous empêche pas de prêter ce login, par exemple, à votre conjoint. Donc voilà, on n'est pas vraiment sûr que c'est vous qui êtes connecté. Ça peut être vous, votre conjoint ou un enfant qui fait les démarches à votre place. Mais au moins, c'est pas n'importe qui. Donc il y a quand même une réduction du risque d'identité complètement frauduleuse. Et puis enfin, le dernier niveau, le niveau élevé, avec une définition qui ne nous avance pas beaucoup non plus. Donc le niveau élevé, c'est celui qui est mieux que substantiel, d'après EIDAS. Et donc ce niveau élevé, ça veut dire que non seulement vous allez avoir un moyen d'identité, mais que là, on aura vraiment vérifié qui vous êtes. Et normalement, il n'y aura qu'un seul exemplaire de ce moyen d'identité, donc il va falloir coupler ça à un objet matériel non duplicable, la carte de professionnel de santé, la carte SIM de votre téléphone portable. Ce qui veut dire que voilà, une seule personne peut utiliser cette identité, c'est celle qui détient physiquement cet objet. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, ces différents niveaux vont correspondre à différents usages. Et en fait, c'est pas la peine de surjouer l'identité, c'est pas la peine de faire des contrôles très élevés quand il n'y en a pas besoin. Donc,
quand il s'agit de créer un compte Facebook, donc des comptes sur les réseaux sociaux, de faire un achat dans un commerce en ligne, vous voyez, voilà, pour acheter sur Internet, ce qui compte, c'est votre numéro de carte bancaire. Et finalement, qui vous êtes réellement, le commerçant s'en fiche du moment qu'il est payé. Dans l'administration, pour nous, ministère de l'Intérieur, donc dont je suis le délégué à la protection des données, on a la question, par exemple, des plaintes en ligne. Jusqu'ici, on a essayé de dématérialiser les plaintes pour éviter pour faire gagner du temps aux gens qui doivent venir au commissariat. Sauf que justement, comme on n'est pas capable aujourd'hui de savoir qui est réellement l'internaute, on ne peut pas aller plus loin qu'une pré-plainte en ligne, c'est-à-dire que vous pré-remplissez votre plainte sur Internet, et puis ensuite vous allez toujours au commissariat, où là, le fonctionnaire n'a plus qu'à imprimer la plainte que vous avez pré-remplie et vous la faire signer. Mais vous êtes toujours obligé de vous déplacer, puisque pour l'instant, avec un niveau faible d'identité, on ne peut pas vérifier qui vous êtes réellement en ligne. Niveau substantiel, c'est l'exemple des impôts que je citais tout à l'heure, votre compte fiscal en ligne. Il y a un code, ça marche juste avec un code secret, mais au moins le fisc l'a envoyé à une seule personne. Pareil pour votre compte bancaire en ligne, consultation de votre compte bancaire en ligne. Vous avez ouvert un compte en banque, on vous a donné un mot de passe. Voilà, on a quand même un peu vérifié qui vous êtes. Et puis le niveau élevé, c'est si vous voulez faire la banque en ligne avec des opérations externes, ça peut être tout le système Sésame Vital pour les remboursements médicaux, les actes notariés. Donc là où on va utiliser d'autres facteurs, donc par exemple banque en ligne, opération externe, votre banque vous envoie un code par SMS. Sésame Vital, le professionnel de santé a une carte de professionnel de santé, pareil pour le notaire, etc., etc. Et en Italie, je vous ai mis des projets, des choses qui n'existent pas aujourd'hui, mais qui pourraient exister si le public était doté lui aussi d'un niveau élevé d'identité. Donc nous, ministère de l'Intérieur, on pourrait inventer la plainte en ligne, la procuration en ligne, le vote en ligne. On pourrait avoir des ouvertures de comptes bancaires en ligne sans avoir besoin d'envoyer des scans de documents, etc., etc. Tout ça, c'est ce qui serait envisageable. Maintenant, voilà, ensuite, il faudrait décider si on le fait ou pas. Diapo suivante. Alors, pour un niveau élevé, c'est ce qui nous intéresse, vous avez plusieurs supports matériels qui sont possibles. Donc, soit la biométrie, mais ça, on ne va pas en parler, soit la carte SIM de votre téléphone portable, soit une clé USB mais avec un cryptoprocesseur, pas juste une carte mémoire. Et puis enfin, autre possibilité, la carte d'identité électronique. Si on peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, donc les cartes d'identité électronique. Nous, en France, nous sommes habitués à notre carte d'identité en plastique avec le format qui ne rentre pas dans le portefeuille. Mais en fait, nous sommes les derniers en Europe à avoir ce format-là. Donc là, vous avez toutes les cartes d'identité, enfin uniquement celles qui permettent en plus de faire de l'identité en ligne. Donc qui sont des moyens d'identité électronique, enfin d'identité numérique pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, en France, dès l'année prochaine, ça va être aussi ce format-là, puisqu'il y a un règlement européen qui impose à tous les États de l'Union, à partir de 2021, d'adopter ce format. Donc, nous sommes en train de travailler là au changement de format de carte d'identité. Donc, ces cartes d'identité, à part le fait qu'elles sont au format carte à puce, elles permettent tous à leurs porteurs d'utiliser un moyen d'identité numérique forte, donc de niveau élevé, en ligne. Ça veut dire que la puce, soit vous avez un lecteur physique et vous connectez la carte à votre ordinateur, soit la carte est une carte sans contact et vous avez un lecteur sans contact, pareil, qui permet de la lire avec votre ordinateur. Donc parmi les pays qui sont équipés, c'est pas récent, la Belgique, par exemple, ça fait 15 ans que la Belgique a doté toute sa population de telles cartes d'identité. Ces cartes sont aussi obligatoires en Allemagne, en Espagne, au Portugal. Donc vous voyez qu'il y a donc déjà des centaines de millions de cartes d'identité électroniques qui sont déjà en circulation. Donc c'est un outil bien rodé. Le pays qui est toujours donné en exemple depuis plus de 15 ans, c'est l'Estonie, donc pays ex-soviétique, et qui a tout misé dans les années 90 sur la dématérialisation. Et donc la carte d'identité électronique, là-bas, pour le citoyen, elle sert à tout. Elle sert de carte d'identité, de carte d'électeur, de permis de conduire, de carte vitale, de billets de train, de ticket de parking. Tout se fait avec la carte d'identité électronique estonienne.
Donc ça montre que voilà, c'est un outil d'identité extrêmement puissant. Et puis vous avez aussi des pays où c'est facultatif, que j'ai mis en bas, la Suède, la Finlande, l'Italie, etc. Donc là, les citoyens peuvent demander cette carte, mais ce n'est pas obligé. Diapo suivante. Donc là, en bleu, vous avez les pays qui proposent donc de telles cartes d'identité électronique qui servent de support d'identité numérique. Et en rouge, ce sont les pays où il y a d'autres systèmes d'identité numérique de niveau élevé. Et puis les rayures bleues et rouges, ça veut dire qu'il y a les deux systèmes qui coexistent. Alors, quand je dis des systèmes alternatifs, c'est qu'en fait, vérifier qui vous êtes et vous remettre un moyen support d'identité numérique. En France, on a un peu le réflexe de dire que c'est le rôle de l'État, mais pas nécessairement. En fait, parmi les exemples qu'on a cités, votre banque vous connaît finalement mieux que votre mairie. Donc finalement, votre banque serait tout à fait capable de vérifier qui vous êtes. Il y a un guichet de votre banque de l'autre côté de la rue. Vous y allez toutes les semaines, donc elle sait qui vous êtes, elle peut le vérifier facilement, et elle peut facilement vous rendre le service de vous donner un moyen d'identité numérique de niveau élevé. Et c'est donc ce genre de système, notamment qui regroupe les banques, mais qui regroupe aussi les opérateurs de téléphonie mobile, parce que c'est la même chose, votre opérateur de téléphonie mobile, pour ouvrir un abonnement, vous avez montré vos papiers, donc l'opérateur sait qui vous êtes, il vous a déjà remis un support qui est la carte SIM, donc votre opérateur mobile est parfaitement outillé techniquement pour vous proposer une identité numérique de niveau élevé. Et donc, ce sont des systèmes comme ça, à base de banques et d'opérateurs de téléphonie mobile, qui existent dans les différents pays que j'ai mis en rouge sur cette carte. Et donc, les pays avec les rayures, c'est les pays où les deux systèmes coexistent. Diapo suivante. Alors, j'ai mentionné en France le système France Connect. En fait, France Connect, c'est pas un fournisseur d'identité. France Connect ne va pas vérifier qui vous êtes. France Connect, chez nous, c'est ce qui a été mis en place. C'est un peu le portail qui va vous permettre d'utiliser vos différents outils d'identité numérique que vous aurez choisis. Donc, l'idée, c'est que l'internaute se fournit en identité numérique là où il a envie, et qu'ensuite, avec cette identité, si elle est d'un niveau suffisamment élevé, il peut se connecter à n'importe quel service public, voire privé, pour garantir qui il est. Donc de manière un peu caricaturale, ça veut dire que vous pouvez vous connecter à votre compte d'assurance maladie avec votre numéro de contribuable, ou inversement, vous pouvez vous connecter à votre compte fiscal avec votre numéro de sécurité sociale et le code secret qui va avec. Ouais, c'est un peu caricatural, mais c'est l'idée. Et donc, si vous décidez de n'utiliser plus que votre numéro fiscal, vous pouvez l'utiliser du coup sur tous les services publics qui vont être raccordés à France Connect. Donc, parmi les fournisseurs d'identité, c'est-à-dire ceux qui sont acceptés par France Connect, vous avez donc le fisc, l'assurance maladie, et puis des fournisseurs privés. Ça peut être la Poste, ça peut être Mobile Connectez-moi qui est proposé par Orange, ou ça peut être la MSA, donc une mutuelle. Et puis vous avez enfin Alicem, dont on va parler, qui est une expérimentation montée par l'État, mais qui n'est pas encore disponible. Alors les principes de France Connect, c'est que France Connect est toujours un outil facultatif, vous avez toujours le droit de passer par d'autres moyens. Et aussi, c'est gratuit pour l'internaute. Évidemment, l'idée, c'est que on ne va pas faire payer. En revanche, en question de modèle économique, à partir du moment où ce serait offert à des services privés, donc ça veut dire que ça servirait derrière à garantir l'identité de l'internaute à des acteurs privés, les banques en ligne par exemple, on pourrait se poser la question de savoir si la banque en ligne ne devrait pas payer, rémunérer le service qu'on lui rend. Et du coup, s'il ne faudrait pas aussi rémunérer la personne qui a vérifié l'identité, donc ce qu'on appelle un fournisseur d'identité, donc les 6, par exemple, qui sont là sur l'image. Diapo suivante. Alors, parmi les projets de l'État, il y a celui de proposer aux citoyens une identité numérique de niveau élevé, avec quelques grands principes. Donc, d'abord qu'il n'y a pas de monopole de l'État là-dessus, c'est un service qui est rendu
mais des acteurs privés peuvent parfaitement proposer le même service. J'ai cité tout à l'heure les banques ou les opérateurs mobiles, et non plus pas d'obligation d'usage. L'internaute a toujours le droit de passer par d'autres moyens ou d'utiliser d'autres outils d'identité numérique. Et donc, le projet qui a fait un peu de bruit depuis 2 ou 3 ans, c'est l'expérimentation Alicem, donc qui a été validée par le Conseil d'État, parce qu'il y a eu différents recours contre cette expérimentation. Mais donc là, le mois dernier, donc le Conseil d'État a bien validé que le projet était parfaitement conforme aux différentes lois et présentait toutes les garanties nécessaires. Donc l'idée d'Alicem, je vous le résume très vite, mais il y a eu beaucoup de désinformation sur les réseaux sociaux, donc c'est l'occasion d'en parler. En gros, Alicem, l'idée, c'est vous avez un passeport et un smartphone NFC, c'est-à-dire avec un lecteur sans contact dessus. Je vous rappelle que dans votre passeport, il y a une puce sans contact. Et donc l'idée, c'est qu'on va vérifier qui vous êtes en faisant lire votre passeport par votre smartphone. Ça prouve que vous êtes bien le détenteur de l'objet passeport. Et ensuite, pour s'assurer que c'est bien vous qui avez le passeport et non pas quelqu'un qui est un pickpocket, eh bien, on va vous demander de créer un compte sur votre smartphone, un compte qui sera lié au smartphone. Et pour vérifier que vous êtes bien vous, on va vous demander de prendre des selfies, donc des selfies en plus vidéo, donc mobile. Et donc, vous prenez des selfies vidéo, le smartphone compare ça à la photo. Non, pardon, c'est des serveurs, c'est envoyé au serveur. Le serveur compare ça à la photo qui est dans le passeport. Il vérifie que c'est bien vous. Et à partir de ce moment-là, sur le smartphone, il y a un compte qui est créé. Les données biométriques sont effacées, on ne conserve rien. Et donc, le compte est créé, vous avez un code secret dessus. Et par la suite, pour utiliser votre compte qui prouvera qui vous êtes, vous utiliserez votre smartphone avec le mot de passe. Et il n'y aura plus du tout d'usage de la biométrie. C'est cet usage de la biométrie qui a fait peur et qui a créé pas mal de vagues ces dernières années. Mais il faut bien voir qu'elle est limitée, cette biométrie, à la phase initiale d'enrôlement, et qu'une fois qu'on a vérifié que vous étiez bien vous, il n'y a plus de biométrie. Et il n'y a aucune conservation des éléments biométriques qui est effectuée. Slide suivante. Voilà, et donc là, pour terminer, donc comme je vous le disais, nous avons un règlement européen de 2019 qui impose à tous les États membres d'harmoniser le format des cartes d'identité. Donc à partir de l'année prochaine, donc, en France aussi, vous aurez une carte d'identité sous format carte à puce. Et donc c'est l'occasion d'une réflexion globale qui est en cours actuellement au niveau de l'État, en interministériel. Donc ministère de l'Intérieur, mais aussi secrétariat d'État au numérique, pour savoir, en gros, comment est-ce qu'on va articuler cette future carte d'identité qui paraîtra, quoi qu'il arrive, avec l'offre de l'État en matière d'identité numérique de niveau élevé. Donc ça, c'est une réflexion qui est en cours. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'arbitrage. Mais donc nous attendons avec impatience les conclusions de cette mission. Et donc peut-être que ce sera l'occasion d'en reparler lors du prochain colloque de l'AFDIT l'année prochaine, j'espère. Voilà, j'ai terminé. Un très grand merci, Monsieur Matatia, Fabrice, pour cette intervention très riche. Que dire comme petit mot de commentaire, vaste sujet, grand panorama, très belle exploration des outils existants, de ceux à venir. Un point sur effectivement ces notions de mots de passe, d'authentification, d'identification. J'ai vu que dans le chat il y avait des questions, donc manifestement les 90 personnes qui sont actuellement en train de nous écouter vous ont suivi avec beaucoup d'intérêt. Un grand merci et nous espérons vraiment que votre participation sera l'occasion de poursuivre nos travaux. Si vous êtes intéressé, encore une fois, à l'AFDIT, plateforme ouverte pour traiter tous ces sujets qui nous passionnent. Merci pour cette intervention. Je clôture ce premier séminaire à l'intérieur du colloque en remerciant Fabrice Matatia et Virginie Benzoussan-Brulé
Je constate avec grande satisfaction que notre technologie fonctionne, que nous avons du monde, que les interventions sont passionnantes. Nous allons interrompre. Je passe la parole à Nicolas Courtier qui va vous dire comment s'organise la suite. Merci et bravo. Bien, alors, d'abord, on va essayer de se congratuler pour la technologie quand on aura une journée entière où ça aura fonctionné. Donc Fabrice, merci beaucoup pour votre intervention. Je vous laisse regarder dans le chat si éventuellement, pendant que je donne quelques explications, il y a des choses auxquelles vous voulez répondre. C'est difficile de regarder en même temps. Donc, je me permets de vous rappeler que la journée est divisée en 4. Je fais signe à André de couper le son de son ordinateur parce qu'il y a de l'écho. C'est coupé, alors je ne sais pas pourquoi il y a de l'écho. Alors, excusez-moi, André, c'est le son de ton micro qu'il faut que tu coupes. Merci. Donc, pour la suite de la journée, nous avons divisé la journée en 4 webinaires. Donc, vous venez d'assister au premier webinaire. Ce sont des adresses différentes. Vous pouvez aller sur le site, la page AFDIT chez notre partenaire Webikeo, sur lequel il y a les 4 webinaires. Et à la fin de celui-ci, lorsque nous allons couper, vous avez le lien du suivant qui va s'afficher. Dans tous les cas, nous vous proposons de vous retrouver donc dans une dizaine de minutes, à 10h45, pour retrouver Diana Calchou et Théodore Christakis. Il y aura ensuite une pause entre midi et 2, et nous vous retrouverons pour 2 autres webinaires, en début d'après-midi et en milieu d'après-midi. Il y aura juste une spécificité sur le premier des webinaires, c'est que monsieur le conseiller Vigneault ne peut pas être présent avec nous, on en reparlera tout à l'heure, et donc on vous fournira un lien pour basculer sur YouTube pour entendre son intervention qui a été enregistrée hier. Voilà, j'espère que à la fois cette conférence et puis son mode de diffusion vous convient. N'hésitez pas à nous mettre aussi des commentaires dans le chat sur la façon dont ça se passe. On apprend en marchant, on apprend en le faisant. C'est à la fois un essai et puis une expérience. Merci beaucoup pour nous avoir écoutés pendant cette première partie de la journée. Et je vous dis donc à tout de suite pour le deuxième webinaire à partir de 10h45. À tout à l'heure. Ah oui, Fabrice, est-ce que vous voulez répondre à certaines questions? Je vois une qui est une question un peu technique sur le couple login-mot de passe. Donc la question c'est le couple login-mot de passe est-il une authentification ou juste une identification? C'est la question qui était posée. Donc ça revient à ce que je disais au tout début là sur vraiment le vocabulaire qu'on utilise. Donc en fait, on distingue 2 étapes dans l'identité numérique. La première étape qu'on va appeler identification, c'est le fait de présenter une identité. Et ce que l'on appelle authentification, comme je le disais tout à l'heure, c'est le fait de vérifier qui vous êtes. Donc, dans ce que nous faisons tous les jours, c'est-à-dire du login mot de passe, on pourrait dire que le login, c'est la première étape. Je prétends que je suis Fabrice Matatia. Donc, c'est l'identification. Et qu'ensuite, le fait de taper le mot de passe, c'est l'authentification. Je prouve que je suis bien Fabrice Matatia parce que je connais le mot de passe qui correspond à cette identité. Donc, mais là, on est vraiment dans du vocabulaire. Hein, c'est conventionnel. Je vous remercie. Je viens de rendre vos slides disponibles. Donc, je ne sais pas si c'est maintenant, parce que là, je n'ai pas l'habitude, ou si ça sera ensuite. Mais dans tous les cas, les personnes qui ont assisté au webinaire ou qui assisteront au webinaire en replay, puisque cette conférence sera doublement accessible par la suite. Elle sera pendant un certain temps, je crois que c'est 6 mois, accessible en replay chez Webikeo. Et ensuite, nous mettrons, comme nous le faisons chaque année depuis 2 ans maintenant, les vidéos accessible sur le site de la conférence, puisque la conférence est accessible depuis le site national de la FDIT et depuis un site dédié sur lequel nous postons les conférences et les interventions accessibles des années précédentes, qui est une adresse afdit-sud-est.com. Voilà. Fabrice, sauf si vous avez autre chose que vous souhaitez rajouter. Non, c'est bon. Je vous remercie beaucoup, Nicolas. Et je vous dis à très bientôt, et à nos participants, je vous dis donc à tout à l'heure dans l'autre salle, puisque c'est le terme consacré, à 10h45. À tout à l'heure.
Merci, au revoir. Au revoir.